Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec des sujets canicules, des sujets politiques. Gilles est resté là, au pied levé. Mais merci. oui, je fais bouche trou, Puisque mais j'ai la surface pour. Andrea Cotarac devait rester et devait être là, et il a une extinction de voix. Et les garçons, là, on parle pas. C'est incroyable, en plus on parle de moi. Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie, porte-parole adjoint des Républicains. Bonjour à tout le monde. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour. Et puis tous les vendredis, il reste plus qu'un vendredi. Voilà. La vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner et Mathias Leboeuf. Bonjour, journaliste. Bonjour Valérie. Et philosophe. Canicule inédite. On pourra en dire quelques mots. La Société Générale, il y a des grèves contre la réduction du télétravail, la réforme de l'audiovisuel. On verra si on a l'occasion d'évoquer tous ces sujets. François Bayrou qui dit qu'il a un mode de vie frugal. Vous avez vu qu'il avait été... Non mais ça fait rire quand sans rire quoi. Si on rire. Il n'y a pas d'apéro à Matignon, il a dit. Moi on m'a dit le contraire. Je dois vous dire qu'un politique m'a dit le contraire. Bruno Retailleau peut-il faire renaître les Républicains? Bref, beaucoup de sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur. Vous n'avez pas mis François Ruffin qui veut parler aux gens qui puent? Vous avez pas dit ça? Vous avez raison. Ah, c'est formidable. Il a dit que la gauche doit parler aux gens qui puent, qui puent sous les bras. Qui puent sous les bras. Ça a été ça. Ah, vous n'avez pas vu cette déclaration formidable? On va demander à Jamel de nous le retrouver. Oui, c'est formidable. C'était un entretien écrit ou non, c'était par téléphone. C'était dans son discours. Dans son discours. Il y a eu un meeting samedi, c'est ça? Un meeting en disant le PS doit retrouver les gens qui puent et retrouver en fait les ouvriers. Sous-entendu les ouvriers. Et tout ça, ils vont être contents. Ils vont être contents. C'est pas du tout cliché. Mathias, on commence avec vous. C'est un coup de cœur culturel. Oui, coup de cœur, culturel, c'est sur un livre écrit par Sergueï Girnov. Alors je dois dire que Sergueï est un copain, pour être tout à fait honnête, mais c'est pas pour ça que j'ai un coup de cœur. Le livre s'appelle L'ombre des légendes et c'est un livre en fait qui raconte des histoires d'espions, qui sont des histoires d'espions vrais, qui partent de grosso modo l'après-guerre et qui remontent jusqu'à l'actualité, puisqu'il y a notamment un chapitre sur les pagers du Mossad, qui est très intéressant et qui éclaire cette incroyable histoire d'une façon un peu nouvelle, enfin en tout cas qui en donne les détails, en passant par le Rainbow Warrior. C'est des histoires qui sont connues mais qui sont racontées par un espion, puisque Sergueï Girnov est un ancien commandant du KGB et qu'il connaît de l'intérieur ces choses assez parfaitement et qu'il peut les décrypter. Alors l'intérêt de ce livre, c'est que à la fois, c'est des histoires qui peuvent se lire quasiment sur la plage comme un roman, et en même temps, c'est un document incroyable sur ce que c'est que le métier d'espion, le rôle justement du renseignement et de l'espionnage, et notamment du renseignement humain, à une époque où on a tendance à penser que le renseignement humain, c'est-à-dire le renseignement de terrain, peut disparaître au profit d'un renseignement plus informatique ou digital. Je trouve que ce livre est incroyable, se lit vraiment bien, et que c'est un livre, encore une fois, aussi plaisant qu'instructif. Et ce petit coup de cœur, je voudrais qu'il se finisse en petit coup de gueule, puisque Sergueï Girnov, qui est réfugié politique depuis 24 ans en France, a aujourd'hui un petit souci. C'est que son statut de son droit de travail, son visa, n'est pas renouvelé, et qu'il en a fait la demande en décembre dernier. Et depuis 6 mois, il n'a aucune nouvelle, et ça lui pose pas mal de problèmes, parce que notamment il est chroniqueur sur LCI et sur d'autres médias, et il ne peut plus travailler, ou en tout cas ça complique énormément sa façon de travailler. Et alors il sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que au ministère de l'Intérieur ils sont débordés? Est-ce que c'est une conséquence de la politique de Retailleau sur les visas? Est-ce qu'ils se sont aperçus que Girnov était un espion toujours actif, je le dis avec ironie, bien sûr, et que du coup on lui suspend son visa? Voilà, je voulais juste signaler ça, et j'espère que sa situation s'arrangera rapidement, et en tout cas que son livre sera lu par un bon nombre de gens, parce que c'est vraiment un livre, un très bon bouquin. Les éditions
d'édition Istia et compagnie. Ouais. Très joli titre, L'ombre des légendes. Vraiment, je vous le recommande parce que son visage, son nom, vous ne dites pas vous parle peut-être pas, mais son visage, Girneuf, il intervient. Il était souvent dans Touche pas à mon poste. Oui, mais il est surtout sur LCI. Sur LCI, ouais. Et c'est un bouquin très bien écrit. Franchement, ça se dévore. Il y a des histoires incroyables, quoi. Bon, alors il revient sur notamment Edward Snowden. Il y a une histoire incroyable d'un espion qui s'appelle Richard Zorgé, qui est démente. C'est que des histoires folles. Mais vous savez, moi j'ai un ami russe qui est arrivé à l'âge de 12 ans en France. Aujourd'hui, il ne peut pas louer de voiture en leasing. Non, mais voilà, mais on se rend pas compte. Pourquoi ? Parce qu'il est né en Russie. C'est aussi con que ça. Enfin, pardon, mais s'il y a ses papiers, il est français, il a la nationalité française. Le fait qu'il soit né en Russie fait qu'il ne peut pas. Il y a l'histoire des comptes bancaires et qu'il ne peut pas. Mais il a la nationalité française. Il a la nationalité française, mais être né. C'est très compliqué. Et Sergueï est réfugié politique, notamment. Donc on lance un appel à l'excellent Jean-Noël Barrot. Pour que Sergueï puisse retrouver un visa et un droit de travail et qui continue à éclairer de ses analyses sur la Russie notamment. Et on lance aussi encore un appel à l'excellent Jean-Noël Barrot pour Boualem Samsal. Ah oui, c'est dangereux de faire votre émission de débat. Boualem Samsal, qui est toujours emprisonné. On attend une décision demain. On croise les doigts. Je sens à travers les tweets d'Arnaud Benedetti qu'il y a un petit espoir. Un avocat a pu se rendre là-bas. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Mais en tout cas, on va lire ce livre, L'ombre des légendes de Sergueï Girnov, c'est chez éditions Istia et compagnie. Gilles, oui. Moi, je voulais simplement dire que je trouve assez surprenant que France Télévisions, pour rester dans mon domaine, arrête Laurence Boccolini et également mette Question pour un champion l'après-midi. Le week-end. J'ai pas de souci avec ça. Le souci que j'ai en tant que service public, c'est qu'ils ne donnent aucune justification. C'est-à-dire qu'en effet, ils font la grille qu'ils veulent, ils embauchent qui ils veulent. Il y a aucun souci. Moi, je pense que lorsqu'on enlève des choses qui sont très proches du public ou qu'il y a beaucoup d'affection, on doit se justifier, on doit donner une raison de pourquoi on modifie le programme, pourquoi on change une animatrice qui est aimée des gens, qui fait de l'audience. Laurence Boccolini sur les enfants de la télé est très aimée, elle a amené un ton. Ils l'ont emmenée en quotidienne et la quotidienne fonctionne bien sur France Télévisions. C'est elle qui présente l'Eurovision, donc c'est une personne présente sur l'antenne, c'est une femme, il y a plein de bons critères et du jour au lendemain, on apprend qu'elle ne présentera plus les enfants de la télé. Le 28 juin. Le 28 juin. Alors c'est un choix de France Télévisions, ça j'ai aucun souci avec ça, c'est l'avis des chaînes, mais au moins on doit une explication, je trouve, au public et aux téléspectateurs de dire voilà, nous préférons mettre tel animateur pour telle raison ou nous arrêtons pour telle raison. Question pour un champion. Il parle pas non plus dans le communiqué des raisons pour lesquelles il modifie l'émission, un peu du budget, mais on peut changer les choses. Ils ont un décor qui est là depuis des années. On peut réfléchir à certains choix de production. Oui, d'en enregistrer 10 au lieu d'en enregistrer 6. Nagui, il enregistre 12 émissions. Donc on peut varier quand même les budgets. On enlève une caméra, on met une caméra fixe, et donc ça enlève un technicien qu'on peut remettre ailleurs. Il y a des choix. Enfin, pardon, on a confié une émission à Michel Phil il y a 15 jours. Vendredi soir, 23h, qui a fait 1% de part d'audience. Je veux dire, on a dépensé de l'argent pour des programmes dont on se demande à quoi ils servent. Donc il y a aussi, moi je voudrais qu'il y ait un gigantesque audit de France Télévisions. Quand on connaît les gens qui travaillent là-bas et qui vous racontent de l'intérieur la gabegie, et je le dis et je l'affirme, c'est phénoménal. Bon, on va marquer une pause, vous pourrez réagir. Voilà, est-ce que vous êtes triste est-ce que vous êtes triste ou est-ce que vous comprenez ces arrêts? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Gilles Gansman, journaliste média, Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie, porte-parole adjoint des Républicains, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve
tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Et puis votre chaîne de débat Les Indécis et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. On va revenir sur la canicule, le traitement de la canicule. On va parler de grève contre la réduction du télétravail, la réforme de l'audiovisuel. Bref, il y a plein de sujets. Avec vous, on va continuer notre... Alors peut-être vous vouliez réagir, non vous qui êtes un producteur, Alex Darmon, sur l'arrêt de ces émissions, la suppression... Non, mais j'ose espérer qu'il y ait une conférence de presse à un moment donné de rentrée ou peut-être de fin de saison. Il y a c'est bientôt la conférence de presse de France Télévisions. Pour expliquer et justifier ses choix. Moi, je suis pas dans les petits papiers de la direction de France Télévisions. C'est vrai que question pour un champion, ça m'a un peu étonné parce que l'argument d'audience ne tient pas, étant donné que ça fait des audiences incroyables depuis des années et que c'est une valeur sûre, que Samuel Etienne, on pouvait le sentir venir quand on a revu la requalification du contrat de travail de Samuel Etienne, qui avait plusieurs activités en plus de questions pour un champion. Mais après, ça marche donc complètement. Et pour Laurence Boccolini, si j'ai bien compris, elle garde quand même son émission quotidienne. Sur France Télévisions, donc à voir pourquoi ce choix a été fait. Est-ce que c'est pour promouvoir un autre visage? Là aussi, c'est en termes d'audience, c'est pas très compréhensible. Voilà. Mais bon, après, moi, je me prononcerai pas sur les choix de la direction de France Télévisions sans avoir entendu leur justification, entre guillemets. Et pour rebondir sur la loi audiovisuelle, à noter, je dis que nous, on reçoit le député qui est le rapporteur de cette loi, qui est en discussion. Ça commence à être entendu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on va le recevoir jeudi, donc on lui posera également plein de questions sur le service public. Voilà. Absolument. Alex, coup de gueule? Oui, un coup de gueule contre ce qui s'est passé ce week-end autour des agences Orpi. Et de Rima Hassan, la députée européenne. Moi, je veux juste commencer en disant que d'abord, les propos qui ont été tenus par le jeune homme et pas par la femme qu'on voit sur la vidéo, par le jeune homme auprès de Rima Hassan, sont intolérables, et que je peux comprendre la direction d'Orpi d'avoir licencié ce jeune homme. Après, il y a autre chose, c'est la chasse à l'homme qui en découle. Le fait qu'une députée européenne française montre une vidéo sur ses réseaux sociaux sans flouter les deux protagonistes. Je dis les deux parce qu'il y a une jeune femme aussi qui a prononcé les mots d'Am Israël Chai, qui veut dire Israël vivra, mais qui n'a pas tenu des propos injurieux envers Rima Hassan. Les deux ont été licenciés. Moi, ça me dérange un petit peu que la femme soit licenciée, et ça me dérange beaucoup, en plus, derrière, qu'on puisse voir effectivement le visage de ces deux personnes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qui en a découlé ce week-end avec l'incendie d'une agence Orpi à Marseille. Une agence Orpi qui sont donc les agences immobilières. Qui sont des franchisés, en plus, c'est ça. Et on voit d'ailleurs que l'agence, ça brûle, et qu'au-dessus, il y a un logement. Imaginez juste si l'incendie avait pris au-dessus et qu'il y avait eu des morts, qu'est-ce qu'on aurait dit? Et la réaction, dans un deuxième temps, de la part de Rima Hassan, qui, pour se dédouaner, dit que c'est une vidéo générée par l'intelligence artificielle. Enfin, tout est fou dans cette histoire, et je crois que là, on atteint des sommets, en fait, d'hypocrisie, de dangerosité de la part d'une... Ça fait 1 an qu'elle a été élue députée. Et ça fait 1 an qu'en fait elle enchaîne polémique sur polémique, et que personne ne dit rien, ou en tout cas tout le monde laisse passer à peu près normalement ses propos. Et moi je suis scandalisé ce matin de voir qu'on en parle très peu au final. Sonia Mabrouk a interrogé ce matin Manon Aubry. C'était très violent comme échange, c'était très tendu. Mais sur plein de points, sur ce point-là, sur la relation France-Algérie aussi, on pourra en parler tout à l'heure avec ce journaliste qui est emprisonné aussi. Il y a un journaliste qui est emprisonné, qui a été condamné à 7 ans de prison, un journaliste SoFoot, absolument, pour apologie du terrorisme. Parce qu'il enquêtait sur un club kabyle qui Tizi Ouzou. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais en tout cas, je trouve que sur Rima Hassan, il y a un moment donné, il va falloir traiter la situation et vraiment comprendre de quel pays elle est députée, en fait, en quelque sorte. Oui. Et ça, c'est un vrai sujet, et ça met en danger, je trouve, c'est pas la première fois que ça arrive, ça met en danger à chaque fois plusieurs citoyens français. Oui, enfin, c'est aussi dans ce que vous racontez, la façon dont on contrôle pas les réseaux. C'est-à-dire la façon dont les responsables de X et des autres réseaux ne contrôlent pas ce qui se dit sur X. On a 2 professeurs qui ont été tués. Les morts de ces professeurs viennent aussi des publications qui ont été faites sur les réseaux et sur X. Tant que la France, ou dans les procès, que les responsables de X et autres ne sont pas mis en cause,
ça a été le cas dans les différents procès sur les assassinats, ils ne sont jamais mis en cause. Il y aura toujours un souci. Évidemment, il y a ce que vous racontez, mais tout part, c'est pas Rima Hassan qui a mis le feu à Orpi, c'est les réseaux sociaux et ce qui s'engage derrière. Et donc peut-être il faut que chez nous, on réfléchisse à une législation et que ça soit pas des gens qui soient inatteignables. Hein. Mais ouais. Alors, Mathias Leboeuf. Moi, je voulais dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, merci de le dire, c'est pas Rima Hassan qui a mis le feu à Orpi. Non, sauf qu'elle sait qu'elle s'adresse à des gens, à une communauté qui vont... Quand vous demandez d'aller vous occuper des personnes... Bon, allez-y. Laissez Mathias terminer. C'est Rima Hassan au départ qui est victime d'une forme d'agression. Donc, effectivement... Vous l'avez rappelé, mais bon, voilà. Moi, je suis d'accord sur une chose. Après, c'est que, alors, à la fois, Orpi a réagi très vite, et en même temps, je pense qu'effectivement, la jeune femme qui est à côté, qui n'agresse pas Rima Hassan, pour le coup, d'ailleurs, elle est sur son téléphone, est une victime un peu collatérale de quelque chose qu'elle n'a pas totalement maîtrisé. Voilà. Après, encore une fois, cette situation, pour moi, montre aussi que la violence est partout, au chaque coin de la rue, et que je suis pas fan de Rima Hassan, hein, donc je sais pas pour défendre Rima Hassan, mais pour le coup, là, elle aussi est agressée d'une façon assez véhémente. Mais est-ce que vous mettriez sur les réseaux, vous filmeriez une agression en la mettant sur les réseaux en sachant... En plus, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, si je peux me permettre, Jonas, il y a plusieurs choses. D'abord, moi j'essaye de faire en sorte de ne pas donner non plus trop d'importance à cette personne-là, cette députée-là, mais de donner l'importance aux faits qui ont été donnés. Pourquoi ? Parce que je trouve que le rôle des médias, je ne parle pas de vous, mais le rôle des médias dans la mise en scène et la valorisation de cette dame-là est beaucoup trop important. Avoir une fille qui fait un petit bateau qui va vers Gaza... et qu'on en ait fait l'alpha et l'oméga de l'actualité pendant une semaine, évidemment après ça en fait une égérie. Et quand elle arrive place de la République, il y a des dizaines de milliers de personnes, parce que le rôle des médias d'avoir valorisé ce truc-là, franchement c'était ridicule. On continue de donner beaucoup d'importance. En revanche, il y a des lignes rouges qui sont en train d'être franchies, et les lignes rouges, c'est l'appel à la violence et l'appel au fait d'aller s'occuper des uns et des autres, parce que ça existe pour Orpi, ça existe aussi pour la chaîne Optical Center, et là on assiste pour le coup vraiment à une chasse aux magasins ou aux enseignes qui sont détenus par des gens qui sont appelés sionistes, mais qui sont en réalité de confession juive. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'on fait preuve aussi d'une clémence vis-à-vis de ce bord politique-là, parce que n'importe quel autre bord politique qui aurait appelé à la violence aurait été immédiatement condamné. Et imaginez 2 secondes qu'un député de droite ou du RN disent faut s'occuper de ces gens-là, et qu'après il y a eu le feu, il y aurait eu des manifestations contre le retour du fascisme, on aurait crié à la violence, etc. Et encore une fois, on fait preuve d'une énorme tolérance qui n'existe pour aucun autre parti politique. Donc moi, j'espère que la justice va se saisir. Et comment vous l'expliquez alors ? Moi je pense qu'il y a une forme de complaisance médiatique, et je l'ai dit tout au début de mon propos, pour ces personnes qui sont en fait dans une démarche révolutionnaire. Vous êtes en train de dire parce que les médias sont de gauche et ne veulent pas relayer la droite et l'extrême droite ? Non, je dis qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ne sont pas contre cela. D'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis. Vous savez, à chaque élection présidentielle, à la sortie des écoles de journalisme, on fait des sondages, on dit pour qui auriez-vous voté ? C'est des choses publiques, etc. Et très généralement, c'est toujours Mélenchon qui sort en tête. Donc ce que je dis, c'est que le traitement médiatique et la valorisation de cette jeune députée est beaucoup trop important par rapport au poids qu'elle représente. Mais parce qu'en fait, c'est une stratégie extrêmement maligne d'ailleurs et assumée qui a été théorisée par la gauche et l'extrême gauche. C'est l'agite-propre, l'agitation propagande. C'est-à-dire que quand on pèse pas lourd, il faut parler très fort, il faut taper très fort. Non mais j'ai pas de jugement là-dessus. Et je suis d'accord avec Jonas, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à commenter les faits et gestes de Rima Hassan. Et parce qu'elle on lui donne une caisse de résonance et une exposition incroyable. Je pense que c'est la prophétie auteur-réalisatrice en fait. Non, mais vous pouvez pas dire ça, pardon. Vous pouvez pas dire qu'elle a pas un vrai écho. Et dans la société aujourd'hui, lors des élections, la France insoumise est en constante augmentation. Et Rima Hassan aujourd'hui est la tête d'affiche de ce parti. C'est un choix politique, c'est une stratégie politique. Mais dire qu'on fait trop sa pub, qu'on parle trop d'elle, pardon, mais est-ce que c'était normal d'avoir une semaine sur la flottille à Gaza ?
effectivement, on s'en fout. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça, pardon, ça, c'est encore autre chose. Moi, effectivement, je m'en fous et je trouve que c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française. Non. Très bien. Peut-être que vous considérez, vous, que c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française, mais vous l'avez dit il y a quelques secondes, quand vous faites des enquêtes dans les écoles de journalisme à la sortie des écoles oui, mais malheureusement, c'est pas que les écoles de journalisme, c'est la jeunesse dans sa globalité. Quand vous allez me dire que c'est une infime partie, mais quand vous allez à Sciences Po, c'est pareil. Je suis désolé, c'est une star. Quand vous regardez les images, c'est une star parce que ça passe pas pas. C'est Rassemblement national. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Elle vote extrême. Et si vous considérez que les extrêmes, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite, et ben elle vote aussi extrême gauche. Et moi, je peux vous dire, j'étais à Londres. Je peux vous dire que ça a été très relayé sur la BBC, sur les autres chaînes, parce qu'il y avait Greta Thunberg. Ouais. Donc, vous voyez, il y a eu aussi cet événement-là. Moi, qui étais dans cette période-là à Londres, c'était à la une des journaux. Il y avait la guerre à côté. Il y avait plein de choses. C'était un climat global entre ce qui se passait entre l'Iran et Israël, ce qui se passait à Gaza. Ouais, donc, c'est quelque chose. Il y a des otages qui sont encore détenus à Gaza. Bien sûr. Il y a, je le dis aussi, c'était pas qu'en France, il y a eu des dizaines de milliers de morts à Gaza. Franchement, il y a une guerre avec l'Iran, avec juste la première puissance au monde qui s'occupe de la guerre. Il y a un cessez-le-feu. Greta Thunberg et Rima Hassan, j'avais dit que je dirais pas, mais là, je m'en fous. Ouais, mais et j'assume totalement. Je suis assez d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais on peut pas reprocher aux médias d'en parler. Il y a un moment, ça à vous aussi, les politiques, de faire le boulot. Ben non, vous le faites pas. Parce que vous allez pas. Mais moi, vous allez pas débattre. Vous allez pas débattre sur les plateaux. Vous allez pas. Non. Avec Thomas Porte, je l'ai. Oui, je prends le mauvais exemple. Vous avez raison. Je prends le mauvais exemple parce que c'est vrai que vous y alliez. Mais je suis désolé. Moi, j'aimerais bien voir des personnalités politiques débattre face à Rima Hassan. Elle refuse sans doute. Attention, elle refuse sans doute de le faire. Mais en attendant, vous pouvez pas reprocher aux médias de parler de ce qui se passe dans notre pays parce que ça se passe dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, elle devient la tête d'affiche du deuxième, troisième parti de France. Plus que Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas notre pays quand elle va dans une flottille à Gaza avec des humanitaires brésiliens. J'en ai rien à foutre, objectivement. Elle est députée française. Non, elle est députée européenne. Elle est députée de la France. Vous l'entendez jamais parler de la France. Elle parle uniquement de deux pays. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on. Mais que dit le Parlement européen? Rien. Attendez, je termine juste. Que dit le Parlement européen? Ont obtenu une commission d'enquête qui va se tenir. Oui, vous dites les politiques. Les commissions d'enquête sur les liens entre LFI et les pays étrangers. Et à l'occasion de cette commission d'enquête, on va poser la question des financements de Madame Hassan. Oui, mais parce que la question, ça dépend de quel pays. Parce que d'où parles-tu, camarade? Non, mais Jonas, vous avez raison. Mais une dernière chose, vous pouvez pas nier le fait quand même qu'il faut parler de la France insoumise aujourd'hui. Quand vous regardez des enquêtes d'opinion. Regardez comment ils montent à Marseille, comment ils montent à Paris. Donc c'est pas simplement que vous en foutiez, très bien, mais c'est malheureusement, je me prononce peut-être trop directement, c'est une montée réelle politique électorale dans le pays. La France insoumise devient le deuxième ou le troisième parti de France. Et le fait de vouloir balayer d'un revers de la main en disant ça m'intéresse pas, c'est une faute politique. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On continue. Il nous reste votre coup de gueule, Jonas. Coup de gueule. Oui, alors mon coup de gueule, il va porter sur la fausse bonne idée de la proportionnelle. Franchement, comme la fin du cumul des mandats dans lequel on pensait tous que ça allait régler les sujets politiques, aujourd'hui, on regrette la fin du cumul des mandats. On revient, et surtout, je pense, François Bayrou, avec ce qui est une vieille lune. C'est en gros le fait de remettre la proportionnelle. Aujourd'hui, on a un problème dans notre pays parce qu'on n'a plus de majorité, donc on peut plus prendre de décision. Le gouvernement est extrêmement instable. Et ce qu'on voudrait, c'est institutionnaliser ça, c'est-à-dire en gros institutionnaliser le fait que la France soit ingouvernable. Donc vraiment, je pense que ce n'est pas une priorité aujourd'hui, ni pour le pays, ni pour le système politique. Et c'est un peu symptomatique du fait que quand on n'a plus de prise sur les événements, lorsqu'on n'arrive pas à changer la réalité, c'est-à-dire lutter contre le déficit, rétablir la sécurité, eh bien on va essayer de changer le mode d'élection. Donc moi je suis fondamentalement, et à l'image de tous les élus, en tout cas les Républicains, mais même Horizon, Renaissance, contre cette instauration de la proportionnelle qui n'est ni la priorité, ni une bonne idée. Alors là, je tombe de ma chaise. Mais essayez d'y rester accroché. Bah oui, j'ai le poids pour. Pourquoi? Vous êtes d'accord? Alors là, je tombe de ma chaise. Votre argument de dire ça permet pas à la France de gouverner, actuellement, le système de vote n'a pas permis d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc cet argument-là, il tient pas du tout.
Mais alors pas du tout. Je peux vous répondre Puisque là-dessus. le vote, évidemment, mais je vais finir. Allez-y. Le vote actuel, ça ne fonctionne pas. 2, s'il y a une proportionnelle, c'est pas parce qu'il y a une proportionnelle que la France n'est pas gouvernable, c'est parce qu'on n'a pas les hommes politiques qui permettent d'avoir une majorité. Mais de dire que le Rassemblement national ou d'autres partis ne doivent pas être représentés tels qu'ils sont à l'Assemblée, c'est pour moi un déni de démocratie. Du moment que vous avez une représentation et que vous avez un homme politique qui permet de fédérer et d'avoir une assemblée qui le soutient, eh ben l'assemblée fonctionne très bien. Pourquoi notre assemblée ne fonctionne pas? C'est pas une histoire de proportionnel ou pas. C'est qu'on a personne qui se mette derrière ou fédérer. On a eu des présidents qui ont duré des années depuis qu'il y a eu Macron, Sarkozy et puis Hollande, et ils ne fédèrent pas. Ils ne fédèrent pas. Alors, et je ne sais pas qui va fédérer dans le sens. Mais il y a un éclatement de l'Assemblée nationale aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, sans la proportionnelle, il y a déjà, ça fonctionne pas. Alors justement, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que en 2022, lorsque Emmanuel Macron a été réélu, il s'est lancé dans les élections législatives, il n'a pas eu de majorité. Ce qui aurait été logique, c'est qu'à ce moment-là, il fasse un pacte avec notamment les Républicains pour faire en sorte de pouvoir gouverner. Il n'a pas voulu le faire. Voilà pourquoi en fait aujourd'hui, non mais c'est une réalité, il n'a pas voulu le faire. Vous êtes deux à pas avoir voulu le faire à l'époque. Oui, c'est un mariage, donc il n'y a pas de mariage forcé en politique. Donc en fait, ce mariage n'a pas eu lieu, et comme ce mariage n'a pas eu lieu, eh bien il n'y a pas de majorité. Et la réalité, c'est que vous voyez aussi que comme on a changé successivement un nombre incalculable de premiers ministres, c'est ça qui a créé cette instabilité. Personne n'obligeait à nommer Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou. Tout ça, c'est une instabilité. Lucie Castet, personne n'y a jamais cru. Mais ça veut dire donc que cette instabilité, elle a été créée et voulue par le président de la République, et ce n'est pas parce qu'il a un peu utilisé ce pouvoir de nomination qui lui donnait qu'il faut justement mettre cette instabilité. Regardez en Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui crève parce qu'ils ont été obligés de dealer avec les écologistes parce qu'ils n'avaient pas de majorité, et ils en sont aujourd'hui dans une crise énergétique et économique majeure parce qu'ils bâtissent des coalitions qui sont contre nature. On peut parler d'autres pays comme l'Angleterre, on peut parler d'Israël qui ont des systèmes proportionnels et où l'instabilité est chronique. Donc si on veut, notre pays est déjà très instable. Si on veut installer cette instabilité dans le marbre, c'est la meilleure façon de le faire, et donc c'est la pire des réformes possibles. Ouais. Même si vous pensez, vous ne m'avez pas répondu sur la démocratie, le fait que ça représente... Qu'il fallait que tout le monde soit représenté. C'est pas la priorité sur la démocratie. Moi, ce que je pense sur la démocratie, c'est qu'il y a plein d'autres endroits dans lesquels la démocratie peut être totalement respectée à la virgule près. Les mairies, les européennes, les présidentielles. La difficulté de la législative, donc du parlementaire, c'est que justement, il faut qu'on trouve une majorité. Donc en fait, j'en reviens à mon point. Pourquoi c'est le seul scrutin où le scrutin majoritaire est important? C'est parce qu'il faut qu'on trouve des majorités. Les autres, moi, ça ne me dérange absolument pas. Par exemple, qu'il y a la proportionnelle aux européennes ou la proportionnelle aux municipales. Pardon, mais dire que ça n'a pas marché, que ça ne marche pas, c'est pas vrai, parce que ça n'a pas marché depuis 2022. Avant, même sous Sarkozy, vous parliez de François Hollande et même du premier mandat d'Emmanuel Macron, les majorités absolues étaient plutôt la règle. Vous n'avez pas tort. Même plutôt, même avant. Oui, mais avant, vous remarquiez que c'était pas en même temps qu'il y avait un délai, c'était en cours de mandat. Non, rapidement, parce que au bout de 2 ans. Non, mais depuis la dissolution de 97, vous aviez les élections qui venaient s'enchaîner sur les élections présidentielles. Maintenant, sur la proportionnelle, moi j'étais pour avant, et j'avoue que je reviens. Sur mon idée, parce que je pense que c'est pas la priorité, et vu l'instabilité politique dans laquelle on est, ça c'est le premier point. C'est autre chose. Mais c'est pas la priorité pour moi. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudra en parler, et ça a su été la priorité il y a quelques années, mais juste une chose, sur le fait que il n'y a pas de majorité absolue, il y a aussi autre chose, c'est qu'à mon avis, Emmanuel Macron concentre beaucoup de détestation, et pardon, mais les Républicains, ok, il n'y a pas eu d'accord à l'époque entre Renaissance, Ensemble et les LR, mais il faut quand même avouer qu'il y a des textes qu'on n'a pas compris pourquoi les Républicains n'ont pas voté, même sans être dans la majorité. Je prends juste l'exemple des retraites. Moi, j'avoue que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les Républicains à l'époque, qui étaient encore plus durs sur les retraites, n'ont pas voté ce texte-là. Je comprends pas. Je pense qu'en réalité, il y a eu un jeu de posture depuis 2022, et que ce jeu de posture, il a
empêcher les réformes d'avancer et que c'est vraiment pas le moment de réinstaurer un jeu de posture de tout le monde en fait. Donc on est d'accord. Juste la phrase de Bruno Retailleau, il dit que c'est le bazar à l'Assemblée nationale, la proportionnelle rendrait structurel permanent ce bazar, il n'y aurait plus de majorité, c'est l'argument des Républicains. Mathias Leboeuf, proportionnel pour, contre Moi je suis un peu comme Alex, par principe je suis plutôt pour, par on va dire exigence démocratique de représentation, puis je pense que ça peut renouveler la représentation politique et la diversifier un peu, alors au risque d'aller sur un plus grand éclatement de la représentation, mais effectivement la représentation elle est déjà éclatée aujourd'hui, donc c'est un risque à prendre. Ceci dit, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il le fait maintenant. C'est-à-dire pourquoi ça arrive maintenant. Et je trouve que c'est vraiment pas à propos de mettre cette réforme à ce moment-là. Et après, il y a une autre chose, c'est que c'est la dose de proportionnelle. C'est est-ce qu'on est sur une proportionnelle intégrale? Est-ce qu'on a une petite dose, une grosse dose de proportionnelle? Et là, il y a des leviers qui sont encore très flous et qui mériteraient d'être éclaircis. Dans le centrisme chimiquement pur, qui est celui de Bayrou, il y a toujours eu cette revendication de la proportionnelle, parce qu'à l'époque on se construisait par rapport au RPA. Franchement, c'est que ça en fait. On a l'impression vraiment d'avoir un vieux truc qui ressort là, et donc nous on met vraiment le haut là par rapport à cela. Juste une dernière chose, à mon avis il n'y aura pas de proportionnel. Parce qu'il n'y aura plus de Bayrou. Parce qu'il n'y aura plus de Bayrou, on va en parler dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous jusqu'à midi. Je vois à l'instant, j'ai écouté l'interview de Sonia Mabrouk, je l'ai vu sur les réseaux lorsqu'elle interviewe Manon Aubry, et je n'avais pas entendu ce lapsus, ce qu'elle qualifie à un moment Rima Hassan de députée palestinienne. Je ne sais pas, il faudrait que... je pense, mais lapsus intéressant. Je pense. Oui. Parlons de François Bayrou. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? C'est un peu la question. Stop ou encore? Censure, pas censure? Quel est le bout, quoi? Oui, c'est ça. Non, mais on voit que il y a une motion de censure qui arrive, mais que le RN a dit ne pas voter. C'est vrai que moi, je me mets à la place des Français, dont je fais partie. Non, je comprends pas bien à quel jeu joue ces politiques. Il va probablement passer l'été. Après, la question, c'est la rentrée. Comment ça va se passer? C'est ce que j'allais dire, avec la question du budget. Et on va repartir sur une séquence qui va être forcément celle qu'on a déjà connue il y a 6 mois ou 8 mois. C'est janvier. Quasiment. Donc voilà, et ça sera sans fin. Mais ça a des conséquences. D'autant plus que il n'y a aucune dynamique. C'est-à-dire que François Bayrou, on se demande vraiment ce qu'il fait. Il ne boit pas l'apéro. Hein. Et voilà. Et alors, quand on l'entend, c'est pour dire des choses qui sont très intéressantes. Il faut interdire les couteaux de cuisine et l'apéro. Il n'y en a pas à moi, ça me fait ça. Franchement, je vais vous dire. Le fait qu'hier il démente c'est dingue. Les apéros politiques ou les rencontres. Je crois qu'on l'a pas. Si on a le son de François Bayrou qui parle de ses apéros, écoutez. Est-ce que j'ai des dîners politiques tous les soirs qui traînent en longueur? Je n'ai jamais de dîner politique. Est-ce qu'on travaille de 7h du matin, de 7h30 du matin, jusqu'à minuit, tous les jours? Vous vous êtes fait sciemment l'expression d'accusations qui sont des accusations destinées à nuire. Renseignez-vous avant de poser les questions. Venez voir s'il y a des apéros. Jamais. Il y a des dîners qui traînent en longueur. Jamais. C'est pas comme ça que je vis. Je vis frugalement. Faudra ressortir des vidéos quand il était avec Emmanuel Macron à plusieurs reprises dans différents restaurants. On le voyait bien avant qu'il soit. Oui, non, mais là, ça concerne maintenant Après, objectivement, tout ça confine au ridicule. Ouais. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la réalité, c'est qu'il y a des problèmes structurels dans le pays, que la dette est en train d'exploser, que l'insécurité est en train d'exploser, et qu'on a des difficultés, notamment d'un point de vue économique, et que cette instabilité politique, elle a des conséquences très concrètes sur les défaillances d'entreprises parce que les gens n'osent plus investir, sur les décisions de recrutement, sur par exemple, moi je suis vice-président d'une région, sur le fait qu'on ne sache pas comment on fait notre budget bientôt, parce qu'il n'y a pas de décision de la part du gouvernement. On est dans un pays qui est extrêmement centralisé. Donc dans un pays centralisé, quand Matignon ne fonctionne pas, eh bien, c'est l'intégralité du pays qui a du mal à se relever. Donc moi, je dis qu'il faut vraiment... En fait, on a besoin d'un régime et d'une onde de choc, et là, on a de la camomille.
On a un problème là. C'est des carambars ou des fraises tagada quand on vous parle de... Excusez-moi, je vais peut-être vous paraître dans ces cas-là dérisoire, mais moi ça me choque que le Premier ministre n'ait pas d'apéro ou de dîner politique. Non mais franchement, ça fait partie de son job. C'est son job. On a tous des dîners professionnels. De rencontrer des hommes et des femmes politiques. Non mais encore plus quand vous faites de la politique, surtout en France, c'est une tradition. Il traîne en longueur. Donc après, tout dépend de la longueur. Mais que ça traîne en longueur, très bien. Mais si ça débouche sur quelque chose, moi ça me dérange pas que ça traîne en longueur. S'il arrive à toper des deals sur les retraites, c'est primordial en réalité. Le fait qu'il soit amené à commenter ça regarde personne. Ça regarde personne. Et puis au-delà de ça, on en parlait juste avant la publicité sur la proportionnelle. Enfin là, il y a une motion de censure qui va donc être proposée par le Parti socialiste, qui va être votée a priori par toute la gauche, qui ne sera pas votée par le Rassemblement national, et on peut en parler d'ailleurs parce que c'est incohérent dans leur. C'est incohérent, c'est ce que je disais dans tout leur à l'heure. Structuration, mais on sait pourquoi ils vont pas la voter. Pourquoi parce que Marine Le Pen ne pourrait pas être candidate s'il y avait dissolution derrière, parce que motion de censure ne veut pas dire dissolution, ça veut dire. Si, il y a le RN. Non, mais ça veut dire motion de censure, ça veut pas dire un Premier ministre. Bon, après le problème c'est que ça pourrait s'enchaîner. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est aujourd'hui un blocage. On est dans un blocage politique qui va passer, se passer normalement jusqu'au début de l'automne, mais après vous allez avoir le vote du budget et on va repartir pour une machine incroyable. Mais vous avez conscience quand même du nombre maintenant d'années d'instabilité organisée, parce que Gabriel Attal n'a duré que 6 mois. Mais ça vient de qui? Est-ce que ça vient de Macron ou est-ce que ça vient du Premier ministre? Ça vient de la part de celui qui nomme des premiers ministres et qui décide des dissolutions. Qui a décidé de la dissolution et qui a mis la France dans un état pareil? Et que fait l'opposition? L'opposition, elle essaye de s'opposer et de construire. Non, elle est dans le gouvernement. Pas forcément. Je suis désolé, elle est dans le gouvernement. Je prends un exemple tout bête. Que fait l'opposition? Elle est dans le gouvernement. Elle est dans le gouvernement, elle ne peut pas avoir toutes les mains libres. Je vous prends un exemple qui est très concret, qui concerne nos auditeurs. Le gouvernement voulait imposer les ZFE. Avec les Républicains et avec un certain nombre d'autres partis de l'opposition, on a fait en sorte de faire sauter les ZFE. Ça concerne la vie concrète des gens. Voilà un exemple très concret de ce qu'on est en train de faire. La seule réalité, c'est que en fait, quand en permanence vous mettez de l'instabilité dans le système, eh bien en fait, tous les acteurs économiques sont déstabilisés. Mais on peut pas être à la fois dehors et dedans. Ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas. On peut avoir des sensibilités différentes. Vous pouvez pas prendre d'une main et l'attaquer de l'autre. Typiquement, sur les régularisations, là, il y a moins 25% de régularisation. Si les Républicains n'étaient pas rentrés au gouvernement, on en serait toujours à autant de régularisation de clandestins. Pardon, juste une chose. Non, mais pardon, le gouvernement. Le gouvernement, il est de quelle couleur politique aujourd'hui? J'en sais rien. Justement. Pour le coup, vous pouvez pas reprocher à des élus LR d'être dans le gouvernement quand on ne connaît même pas la couleur du gouvernement en question. Voilà. Donc, en fait, mais on peut pas reprocher au Premier ministre d'être nul quand on a des gens de chez soi à l'intérieur. Comme le dit Jonas, il y a une instabilité politique qui est due à la représentation à l'Assemblée, mais il y a aussi une catatonie qui est propre à François Bayrou, parce que il y a plein de sujets sur lesquels il pourrait prendre la main. La sécurité, par exemple, il pourrait très bien bâtir un consensus assez large sur la sécurité. Il a un boulevard là-dessus. Tout le monde est un peu d'accord sur le fait qu'il faut donner un tour de vis sécuritaire et qu'il y a un certain nombre de... il n'y a rien. Rien. Alors que pourtant l'actualité lui donnerait des leviers. Après les émeutes du PSG, normalement, les émeutes du PSG, normalement le Premier ministre devrait faire un grand truc en disant voilà, c'est plus possible qu'à chaque fois qu'il y a un moment de joie dans notre pays, on casse, on fracasse. C'est pas à chaque fois samedi soir, il n'y a rien eu. Non. Samedi soir. C'est exceptionnel, je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais donc il faut faire attention. Mais la fête. Quand vous avez eu un match du Portugal qui a gagné sur les Champs-Élysées, vous n'avez pas eu de casse. Donc c'est pas à chaque fois. Je pense qu'il faut dire les choses. C'est pas à chaque fois. La fête de la musique, il y a eu 145 piqûres contre des femmes et il y a eu des échauffourées. Les émeutes du PSG, il y a eu ça. Le 14 juillet, on brûle des voitures. Le 31 décembre, on brûle des voitures. Lorsqu'il y a un bal populaire à Crépol, on massacre des gamins. Donc je suis désolé. On fait quoi alors ? Structurellement, et là, vous voyez, comme quoi, droite-gauche, c'est pas... En fait, il y a une écrasante majorité de Français aujourd'hui, quelle que soit leur sensibilité politique, qui demandent un tour de vis sécuritaire. On fait le tour de vis sécuritaire, on les met où? Comment ça? Il n'y a pas de place dans les prisons. On construit des prisons, on a reconstruit mais ça met 10 ans. On a reconstruit Notre-Dame en 3 ans. Mais ça met 10 ans. Je suis désolé, on n'est pas foutu de mettre des prisons. Il n'y a pas de réponse rapide, mais au moins il pourrait voilà un exemple pour Bayrou. Tiens, voilà, construction de places de prison. Alors là, je vais être d'accord avec Gilles tout à l'heure, mais il n'y a pas que Bayrou, il y a aussi Bruno Retailleau qui est ministre de l'Intérieur. D'accord, mais pour le coup, Bruno Retailleau, il parle beaucoup depuis qu'il est arrivé. Et il a des résultats.
Je vous donne un exemple. Moins 25% de régularisation des clandestins. Il a supprimé la circulaire Valls. Voilà. Ouais. Oui, donc ça, c'est massif. Moins 25% sur des centaines de milliers de personnes. Sur les OQTF plus 14%. Moi, je peux faire le chiffre. Non, mais je peux faire ChatGPT. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas reprocher seulement à François Bayrou le fait d'être. Je ne reproche pas, mais on parle de lui. Non, mais on parle de lui, donc je peux parler de chacun. On peut pas être dedans et dehors et après dire que. Mais non, mais là-dessus, par exemple, je le dis, vous avez raison. On peut pas être dedans et dehors et dire à un moment donné, on est responsable de rien. Un Premier ministre, il s'occupe de l'ensemble du gouvernement. Si on veut parler que des sujets de sécurité, nous on peut les maîtriser, mais il y a d'autres sujets sur lesquels ça n'est pas maîtrisé. L'économie dans ce pays, par exemple, n'est pas tenue. L'explosion de la fiscalité n'est pas tenue. Voilà. Mais il fallait que Wauquiez y aille. Et voilà, je vous adore parce que vous êtes tellement fan des Républicains que vous pensez vraiment qu'on est les super-héros de la politique française. Donc moi j'aime bien, mais vous nous mettez toute la responsabilité sur le dos. Vous êtes le parti de France apparemment. C'est pas apparemment, c'est le parti de France. Est-ce que Michel Barnier aurait fait mieux ? Moi, je pense que Michel Barnier, qui en plus est un ami, donc je suis pas très objectif, aurait fait beaucoup mieux parce que il y a une forme de sens de l'État. Souvenez-vous tous de la passation entre lui et Gabriel Attal. On se souvient, on s'est dit, ok, là on retrouve des gens qui savent faire de la politique. Et il lui a pas, et c'est le RN qui l'a tapé. Je rappelle encore, le RN qui l'a tapé pour des raisons très politiciennes d'ailleurs, et qui l'a empêché de faire un truc. Le gouvernement avait une certaine tenue. Quand on sait faire de la politique, on ménage ceux qui peuvent être contre vous. C'est pas faux aussi. Ouais. Mais surtout, pour parler de Barnier, je suis pas un grand fan, mais on avait l'impression que même Barnier a impulsé plus. Absolument. C'est pour ça que je pose la question. Que François Bayrou. François Bayrou, franchement, on se demande encore une fois ce qu'il impulse, quoi. Et moi, je suis très surpris que même sur des sujets où il pourrait, et c'est pas très compliqué, il suffit de voir les sujets sur lesquels il y a un consensus des Français et s'y engouffrer et arriver à à essayer de bâtir un mouvement autour, enfin une adhésion autour de ça. Et même ça, on a l'impression que ça le fatigue, quoi. C'est-à-dire que mais après, Mathias, je suis désolé, le résultat est qu'il est encore présent et que Michel Barnier n'est pas présent. Donc après on pourra refaire tout son mandat, tout son passage et tout, mais il a réussi à voter un budget. Pas faire grand-chose d'autre. Alex, je suis d'accord, c'est qu'en gros, il y a deux formes d'impopularité. Il y a une impopularité qui vous permet de durer, et il est gravement impopulaire aujourd'hui, François Bayrou, mais qui vous permet de rien faire, et une impopularité dans laquelle, en fait, vous durez pas, et vous faites que 3 mois, mais au moins vous avez essayé de faire des petites choses. Je veux dire, j'ai une question. Demain, on nomme quelqu'un d'autre à la place de François Bayrou. Est-ce que vraiment vous pensez que ça changera quelque chose et que cette personnalité aura pourra fédérer l'Assemblée. Non, mais puis surtout aura les mains libres pour pouvoir. Non, pas les mains libres, mais au moins c'est vrai. Depuis tout à l'heure, on parle de tout le monde. On parle de François Bayrou, de Bruno Retailleau, de tout le gouvernement, mais on parle jamais d'Emmanuel Macron. Franchement, moi je l'ai dit. Moi je l'ai fait. J'ai dit que c'était. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la pluie et le régime beau de temps. l'instabilité. Régime de l'instabilité. Alors vous appelez à sa démission ? Non, parce que je peux pas rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Mais je ne peux pas rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a aujourd'hui. Ça reste le président de la République et changer, par exemple, de président de la République alors qu'on est en plein conflit international, ce serait compliqué. Alors tout va bien, on fait rien. Mais non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'appelle juste à faire en sorte qu'il y ait un peu de stabilité et que le président de la République, par exemple, pourrait demander à François Bayrou de s'occuper des sujets quotidiens qui intéressent les Français. Ça, c'est pas compliqué après, quand même. C'est ce que disait Alex. C'est aujourd'hui la majorité, le gouvernement, il est quoi ? C'est-à-dire, on sait même pas si le président de la République est en cohabitation. Est-ce qu'il soutient la majorité ? Est-ce qu'il soutient le gouvernement ? Est-ce qu'il adhère ou pas aux décisions qui sont prises ? On n'en sait rien, quoi. Donc la position d'Emmanuel Macron, même vis-à-vis du gouvernement et de François Bayrou, aujourd'hui, c'est pas lisible. Il est pour plus de vestiaires et de binous. Voilà. Ça, à la limite. Pourquoi pas. Mais juste un mot sur le match, parce qu'il n'est pas allé sur la pelouse. Vous avez vu. Mais moi, je vais vous dire, je vais vous faire une révélation. Vous étiez très près, vous avez posté une photo. Je fais un documentaire en ce moment et j'ai même filmé Emmanuel Macron dans les vestiaires en train de parler, vous savez, à ces appareils qui permettent d'échanger avec des enfants handicapés qui ne peuvent pas venir au stade.
il faut avouer que le président de la République, pour ce genre de choses, il est très fort très bon, hein. dans le contact humain et tout. Et c'est vrai qu'il n'a pas été salué les joueurs sur la pelouse, mais ça fait longtemps qu'il ne va plus saluer les joueurs sur la pelouse pour les manifestations sportives. Il le fait dans les vestiaires. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont torse nu. Non, mais c'était avant le match. Impopularité. C'était avant le match. C'est ça, on est d'accord, il faut dire les choses. C'est qu'il ne veut pas être sifflé et hué. Mais je suis pas sûr qu'au rugby il aurait été sifflé. Je pense pas, j'en sais rien en vérité, hein, mais je pense qu'il a pris cette habitude depuis le discours d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qu'il avait fait sur la pelouse du Stade de France, où pour le coup il avait donné une image de la France malheureusement déplorable, où il avait été copieusement sifflé. Et là c'est vrai que samedi soir pareil, il l'a fait dans les vestiaires et il a eu un petit mot pour les uns et les autres dans les vestiaires. Un auditeur avisé me dit le meilleur service que Macron pourrait rendre au pays, démissionner et provoquer une nouvelle élection présidentielle. Voilà. Oui, mais on entend ce que vous dites aussi, Jonas. Période compliquée. Je pense vraiment pas que ce serait le meilleur service. Ouais, c'est pour ça. Je sais pas. Est-ce que vous pensez que la situation internationale sera mieux dans 2 ans ? Non, mais je parle même pas de la situation internationale. Ah si, tout à l'heure vous avez dit c'est parce que... Non, c'est moi. Non, je pense pas que ce sera mieux dans 2 ans, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il reste 2 ans de mandat. Je sais pas si ça... de faire un grand reset, je sais pas si ça permettrait de changer les choses. Le reset donnerait Marine Le Pen ou plutôt Jordan Bardella face à Mélenchon, vraisemblablement. Je suis pas sûr. Non, pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. C'est certain. Je suis pas sûr de ça. RN, c'est certain. Je pense que c'est certain. Quand on regarde les sondages, Jordan Bardella ou Marine Le Pen sont très très loin devant les autres. Ça, oui, vous avez raison, mais en revanche, la deuxième figure au deuxième tour, c'est pas du tout. Si on regarde les sondages, moi, après c'est la seule chose que j'ai sur les sondages. Non, c'est pas assuré que ce soit Mélenchon. On va marquer une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de commenter l'actualité. L'actualité, vous vouliez revenir sur... Et c'est important parce qu'on en parle assez peu. Alors on rappelle que Boualem Sansal est toujours emprisonné. On rappelle qu'on a aussi 2 prisonniers politiques, Cécile Collère et Jacques Paris en Iran. On ne sait pas très bien quel est leur sort après les différents bombardements. Et puis un journaliste... Le président a appelé le président iranien hier à ce sujet. On est rassuré. Je ne commenterai pas. Un journaliste sportif français condamné à 7 ans de prison selon Reporters sans frontières en Algérie. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Christophe Glaise, condamné donc pour apologie du terrorisme. Alors il était parti pour faire un reportage sur un club de foot. Alors c'est un club de football de Tizi Ouzou qui est par ailleurs responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Donc c'est classé comme une organisation terroriste par le gouvernement algérien, et donc ils ont jugé qu'il était là, il est entré avec un visa touristique et le gouvernement algérien, enfin la justice algérienne a jugé qu'il était là pour faire l'apologie du terrorisme. 7 ans de prison, c'est encore absolument hallucinant. Oui, et évidemment, on pense à Boualem Sansal en même temps, et on pense à ce journaliste, Franck Hanez, le président, le directeur général de SoFoot et de SoPresse, s'est exprimé en disant qu'il fallait absolument qu'il revienne et que les autorités françaises réagissent. Et en fait, personne n'en parle en France. Ni le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, pardon, pas le ministre de l'Intérieur, Jean-Noël Barrot, qui est étrangement absent sur cette question-là. Et c'est très ennuyeux parce que ce matin... Ça ne veut pas dire qu'il négocie pas en coulisses. Hein. Oui, enfin on dit ça depuis un an. On voit ce qu'il négocie avec Boualem Sansal. On dit ça depuis un an, tant sur les otages iraniens que sur les otages à Gaza, que sur les otages effectivement d'Algérie, que sur Boualem Sansal. S'il négocie en coulisses, il négocie beaucoup, mais il ne se passe rien. Force est de le constater. Et il a tellement négocié que lorsqu'il était en Algérie, il n'a pas demandé à rencontrer Boualem Sansal, ni ce journaliste en question. Deuxièmement, lorsque... on parle de cette histoire de la flottille, mais il a demandé la protection consulaire pour les gens qui étaient sur la flottille, alors qu'il ne demande absolument pas la protection consulaire. La réalité, c'est que dans le gouvernement algérien, dans ce régime-là, il y a une volonté d'humilier en permanence la France. Et d'un autre côté, alors là, j'en appelle à nos souvenirs nostalgiques peut-être, mais il y a une forme d'indigence de la part du gouvernement français concernant nos otages. Tous les pays du monde se mobilisent fortement pour les otages. Et c'était le cas, je me souviens, c'était une marque de Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez, à chaque fois qu'il y a des otages, les Bettencourt, bref, les otages français, c'était vraiment... Les infirmières bulgares les infirmières bulgares, c'était une façon de dire, vous n'avez pas le droit de toucher à quelqu'un qui est l'un des nôtres. Et là, ce gouvernement, pour des raisons vraiment de docilité, se couche beaucoup, je trouve, vis-à-vis des otages. Ouais. Et au-delà du gouvernement, quand vous regardez ce qui a été voté
au Parlement européen. Le Parlement européen, notamment les groupes de gauche encore au Parlement européen français, demandent la fin des relations commerciales et de toute relation avec l'État d'Israël pour cause de guerre. En revanche, par contre, ils ne demandent pas de lever les relations commerciales ou les relations diplomatiques avec l'Algérie. Ils ont voté contre, donc c'est complètement incohérent en fait. Et ça, personne n'en parle. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on va avoir et qu'il faut avoir dans les semaines qui viennent pour Boualem Sansal, dont une décision doit être rendue demain, mais pour ce journaliste aussi. Mai 2024, ça fait un an, et je crois qu'on en parle depuis à peine une semaine. Oui, et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est dit là, c'est que les députés socialistes se sont abstenus concernant Boualem Sansal. Ils n'ont pas voulu voter la résolution pour sa libération. Manon Aubry a justifié cela en disant il n'y avait pas que ça. Voilà, et évidemment, alors en fait, ce qui est fou, c'est que ce sont les premiers à parler de liberté de la presse, la gauche depuis des années à faire des manifs à qui mieux pour les journalistes emprisonnés, et là en fait la liberté ils l'ont totalement oubliée. Mathias Leboeuf, sur ce sujet, je me suis déjà exprimé sur cette antenne pour dire que c'était là, effectivement, l'honneur perdu de la gauche. Bien évidemment, on n'imagine pas, je le redis, Camus rester silencieux devant un intellectuel, un écrivain qui aurait été emprisonné de façon totalement injuste et indue. Donc là-dessus, le silence de la gauche, bien évidemment, est coupable. Et puis, notamment là sur le journaliste et sur Boualem Sansal, le silence du Quai d'Orsay me paraît également extrêmement dangereux, parce que même s'il y a des négociations, et il y en a peut-être, pour moi, le devoir du Quai d'Orsay, c'est quand même d'affirmer une position et de défendre ses ressortissants, et notamment les écrivains, les journalistes. Voilà. On peut pas rester à la merci d'un gouvernement, donc en l'occurrence le gouvernement algérien, qui va prélever des otages, les mettre en prison pour telle ou telle raison, avec des détentions arbitraires pendant 7 ans. Pour Boualem Sansal, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça me paraît complètement hallucinant. Et bien évidemment que le gouvernement algérien fait ça pour faire pression et pour montrer que de toute façon, la politique de la France, elle n'en a rien à faire. Mais c'est terrible, quoi. Et mais c'est tellement facile de montrer les muscles quand vous êtes Jean-Noël Barrot vis-à-vis de l'État d'Israël pour demander la libération d'une otage ou d'un otage qui n'en est pas un. Pour accuser l'État d'Israël de mettre en danger les otages iraniens au moment d'une guerre. Parce que c'était quand même ça les propos de Jean-Noël Barrot, en disant que l'État d'Israël, en bombardant la prison iranienne, mettait en danger les otages iraniens, mais par contre pour ne pas demander des clarifications à des dictatures comme l'Algérie et comme l'Iran. C'est vraiment la bassesse de la France aujourd'hui. Et concernant Boualem Sansal, il n'aurait pas dû demander à le voir. Il aurait dû exiger de le voir. Exactement. Pas demander. Ouais, il est, c'est un ressortissant français. Comment vous l'expliquez ? Enfin, pardon de poser une question aussi naïve. La lâcheté et le populisme. La lâcheté et aussi l'incompétence aussi. La lâcheté et aussi une position historique et traditionnelle du Quai d'Orsay, qui a toujours considéré que dans ces pays-là, il fallait avoir de la docilité et de la déférence. Or, la réalité, et d'ailleurs ça a été montré notamment récemment par les États-Unis, il y a des pays dans lesquels le langage de la force doit parler. Voilà, c'est comme ça. On ne parle pas dans des pays, on ne parle pas le langage diplomatique européen ou occidental. On parle un autre langage, et la France n'accepte pas de parler un autre langage qui est celui de la force. Oui. Pas mieux, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, un mot quand même sur la canicule qu'on ne peut pas suivre. Il y a une conférence de presse de la ministre de la Santé, Madame Vautrin. Un auditeur me dit, Madame Vautrin, la commerciale annonce les numéros canicule en direct. On dirait qu'il y a une plaquette de pub, et elle dit que les hôpitaux, le plan hôpital est prêt pour la canicule. Alors, ça va, vous allez la passer quand même, Valérie, la canicule. Oui, j'espère. Bah oui. Mais il y a une. Est-ce qu'on en parle trop ? Est-ce qu'on en fait trop ? Non, moi je trouve que si on n'en avait pas parlé assez, on en aurait dit vous voyez, vous vous souvenez de l'épisode en 2003, Mattei. Là, quand on en parle beaucoup, et ben voilà, c'est bien. Je veux dire, on peut pas reprocher au gouvernement de gouverner. Ouais, par contre, il va falloir intellectuellement et culturellement qu'on bascule à un moment donné quand même. Ouais. Puis qu'est-ce que veut vous dire le numéro vert ? Non mais bien sûr, mais au-delà du numéro vert, il faut boire, il faut. J'ai chaud. Vous voyez, il faut boire, madame. À la limite, pour les personnes âgées, ça peut rassurer, ça peut être une ligne d'écoute à un moment donné. Je dis pas que ça sert à quelque chose, mais je dis que si ça existe, c'est que ça doit servir à quelque chose. Mais je pense qu'il va falloir basculer. On parle beaucoup des plans grand froid quand il fait très très froid dans notre pays, et c'est normal. Je pense qu'il faut maintenant qu'on ait
aussi des techniques et des stratégies quand il y a des grosses chaleurs pour justement ne pas en parler pendant 10 ans sur les antennes, qu'on se dise que c'est culturellement inscrit dans notre ADN. Voilà. Malheureusement, le réchauffement climatique, ça existe. Certains veulent le nier, mais ça existe. Je vais appeler le numéro vert pour qu'il y ait de la clim dans les studios de radio. Oui, parce on en a, mais elle ne fonctionne pas très bien. Appelle à la direction. Mathias Leboeuf. Il faudrait effectivement qu'il y ait une politique structurelle qui prenne en compte ce phénomène climatique et qu'on ne soit pas à chaque saison les otages de buvez, hydratez-vous. Ouvrez les fenêtres. Moi, quand on voit les médias, les reportages des médias sur les plages, alors vous n'avez pas trop chaud, c'est un peu ridicule, quoi. Donc parce que franchement, avoir l'avis de Madame Michu ou de Monsieur Tartemol sur le fait qu'il fait chaud, qu'il transpire, et que ils ont bu un peu d'eau, mais que les enfants ont pris des coups de soleil. Mais vous voyez là par exemple, Bayrou pourrait faire quelque chose en disant apéro pour tout le monde. Avec des glaçons. Mais en disant nous allons vivre des années dans lesquelles tous les ans ça va être comme ça. Combien d'arbres on replante pour redonner un peu de fraîcheur dans les centres-villes? Est-ce qu'on met un peu de terre pleine? Ça, ce serait... Et personne ne contesterait l'action politique là-dessus. Voilà un exemple de ce qu'on pourrait faire. J'ai montré dans le zapping un sujet à Libourne où maintenant, après 4 ans, les arbres et les fontaines qui ont permis de gagner 5 degrés. C'est un sujet que vous avez... La végétalisation des villes. Moi, je trouve qu'en télé, c'est important de montrer aussi la façon dont les gens souffrent, parce qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques et que ça permet aussi de montrer concrètement comment monsieur et madame Michu souffrent dans leur fort intérieur sur ça. Donc ça permet aussi de faire parler, de montrer des Français. Les gens, ils savent qu'il fait chaud et que... voilà. Non. En fait, la télé, c'est aussi... Il y a un petit côté... je l'ai vu à la télé, donc ça existe. Donc c'est bien de le montrer. Ouais, bon. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je ne suis pas convaincu. Non, mais à longueur d'antenne. Un vendeur de glace dans les endroits publics, que chaque endroit public, je pense aux écoles et des pièces fraîches, structurellement, qu'il y ait une politique là-dessus, ça me paraît intéressant, et de voir ce qu'on peut faire. Ou dans les EHPAD, comment. Ouais. Mais bon, les espèces de micro-trottoirs sur la chaleur, et rappeler qu'il faut hydrater mémé. Et dans les écoles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à dire aux parents, ne mettez pas vos enfants à l'école parce qu'il fait trop chaud dans les classes. Après, si on coupe la clim, ce qui paraît quand même un peu dingue, quoi. C'est-à-dire qu'on en est réduit à ça, à dire gardez vos enfants à la maison. C'est des réflexions objectivement de tiers-monde. Absolument. C'est les choses du tiers-monde, alors qu'en fait, c'est la base de l'éducation. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.